Voilà, donc le propos, c'est de teindre cette laine euh, et avec des couleurs naturelles. Et donc je vais avoir une petite, je vais vous présenter très rapidement la diversité des colorants que nous pouvons utiliser. Et de cette diversité, nous comprendrons qu'on ne peut pas avoir une recette unique non plus, parce que la nature est vaste, extrêmement diversifiée. Les végétaux constituent un champ d'exploration extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est ce qui attire beaucoup de monde vers la couleur végétale. Donc j'ai cette laine d'un côté, et de l'autre, utiliser des racines, comme ceci, par exemple la racine de garance et teinturier. Je peux aussi utiliser, ou la garance à feuilles en cœur, qui vient de l'Inde, qui est un produit commercial. Ça, ce sont des produits issus de l'agriculture. Je peux aussi utiliser des produits issus de l'éducation des insectes. On dit éducation, on ne dit pas élevage pour un insecte, hein, on éduque des vers à soie. On éduque aussi des cochenilles qu'on élève en quelque sorte sur des cactus et qui ont une durée de vie assez courte, qu'on récupère pour la teinture. On peut aussi récupérer ce qu'on appellerait aujourd'hui des déchets verts, aussi du brou de noix. Hein. Donc évidemment on nettoie la noix pour la vendre, hein, puisqu'on en mange l'amande. Et donc le brou, qui est en fait le fruit, est souvent jeté, ou dans certaines sociétés où on prend encore un peu le temps de vivre, on nettoie les noix à la main et on garde précieusement ces brous pour la teinture. Il y a aussi des matières qui sont à mi-chemin entre le monde végétal et le monde animal, puisque c'est ce qu'on appelle des tanins pathologiques. C'est un insecte qui a piqué un chêne, il se forme ce qu'on appelle une gale, et c'est une production qui est née de disons, on peut dire des enzymes des insectes combinés avec les tanins de la plante. Voilà. Et ces gales jouent un rôle d'intermédiaire dans certaines couleurs, un rôle en quelque sorte de fixateur. Alors, entre des fruits, des feuilles, voici des feuilles du noyer noir d'Amérique, par exemple, qui doit être élagué de temps en temps, donc évidemment on récupère les feuilles. Entre des racines, des fleurs, des feuilles, les composants sont très diversifiés. Et pour présenter la teinture de façon simple, je répartirai nos recettes, en quelque sorte, en différents types, différentes catégories. L'indigo qui se fait à partir de feuilles de certaines plantes. L'indigo est un extrait, ce n'est pas le nom d'une plante, et cet extrait bien particulier, qui se présente sous forme de bloc ou de poudre de couleur bleue, sera utilisé d'une façon tout à fait spécifique. Donc nous aurons une recette pour le bleu et uniquement pour le bleu. Après, nous verrons qu'il est possible d'utiliser les colorants du type de la garance ou des cochenilles avec un procédé, en utilisant un procédé qui permet de combiner les tanins avec certains acides organiques comme le jus de citron. Et donc c'est un procédé tout à fait à part sur lequel nous revenons parce qu'il est limité. Le procédé le plus universel qui a été trouvé pour teindre la laine consiste en fait à utiliser des matériaux intermédiaires. C'est-à-dire la laine, une fois qu'elle a été nettoyée comme celle-ci, doit être traitée avec des solutions, en général des solutions minérales. Et donc ces minéraux vont en quelque sorte se greffer sur la laine et donner à la laine des propriétés, disons, la propriété de concentrer les colorants et de les embellir. Les colorants des plantes que nous extrairons sous forme de simple tisane, hein, en quelque sorte. Voilà. Donc, je vais commencer par ce procédé qui est le plus classique. On appelle ça le mordançage. Il consiste à faire mordre un minéral sur cette laine. Et donc, cette laine ainsi qualifiée va pouvoir attirer les couleurs de façon très très facile. Alors, depuis des temps reculés, on a utilisé un minéral que les anciens reconnaissaient comme étant de la nature de l'argile. On l'a trouvé dans certains filons, notamment en milieu volcanique. C'est l'alun de potassium. Alors, dans le bassin méditerranéen, on trouvait de l'alun tout fait,
du côté de la Turquie, par là sur les bords de la mer Noire aussi, et puis dans des îles grecques, certaines îles grecques, et puis en Égypte aussi. Et par la suite, on a appris à fabriquer la lin à partir d'argile ou à partir de schiste. Hein. Et donc, on a conservé cette recette extrêmement ancienne parce qu'elle donne de très jolies couleurs. Après, on s'est rendu compte que cet lin fonctionnait parce qu'il contenait un métal, l'aluminium. Et donc, on a continué à fabriquer de la lin à partir de la bauxite, le minerai d'aluminium. Par exemple, ceci est de la lin artificielle fait à partir de bauxite. Parce que la lin naturelle est extrêmement rare dans la nature. Il a été largement épuisé depuis l'Antiquité. Et on a bien sûr impossibilité de fournir des quantités à partir de gisements sauvages comme ça. Donc, on raffine certaines argiles pour en faire la lin. La recette la plus classique d'autrefois consiste à utiliser la lin avec un sel intermédiaire qui est le tartre de tonneau. Alors voici un morceau de tartre assez volumineux qui en fait c'est ce qui se dépose sur les parois des cuves quand on fait le vin. Donc ça c'est la cuve hein. Et donc ça cristallise parce que au fur et à mesure que l'alcool apparaît dans le jus de raisin lors de la fermentation, le tartre en fait n'est pas soluble dans l'eau, dans l'alcool, dans la solution alcoolique, et donc il se dépose sur les parois. Les anciens avaient un certain nombre de protocoles très longs pour partir d'alunite, de roches qui contenaient la lin, pour fabriquer la lin cristallisée, et aussi un procédé assez long pour partir du tartre. Voilà, là j'ai de jolis cristaux de tartre encore ici, voilà. Et donc pour faire ce qu'ils appelaient la crème de tartre, c'est quelque chose du tartre raffiné en quelque sorte, dont on enlevait les colorants, parce que c'est les colorants du vin, ils n'ont aucune solidité en teinture, donc il fallait vraiment les éliminer. Hein, on pourrait penser, bah, ça tombe bien, c'est déjà rouge, on va teindre en rouge, mais non. En fait, on a reconnu depuis toujours que ces colorants ne valaient pas grand-chose. Donc on a raffiné ce sel pour faire la crème de tartre. Donc la recette la plus classique qu'on va trouver dans tous les livres, on ne peut pas la contourner bien sûr, parce que c'est important, tous nos collègues l'utilisent, consiste à faire une solution d'alun et de crème de tartre, et à tremper la laine dans cette solution, et à la faire cuire bien gentiment pendant un certain temps. Alors, au 19e siècle, au 18e déjà et au 19e, en Europe, on s'est dit c'est dommage de n'avoir qu'un seul sel métallique comme ça qui nous permettrait d'obtenir des couleurs. Si on en avait plusieurs, on pourrait diversifier notre palette. Autrement dit, sortir plusieurs couleurs à partir d'une seule plante. Donc c'était l'idée, puisque en fait la solution la plus réaliste consistait à cultiver les plantes. Mais au lieu de cultiver une grande diversité de plantes, une plante par nuance par exemple, on s'est dit ben, il vaudrait mieux cultiver ce qu'il y a de meilleur, et puis en décliner toutes sortes de tons différents, des camailleux, des tons un peu divers, de façon à se fier à une plante de qualité plutôt qu'un grand nombre de plantes. Aujourd'hui c'est un peu différent parce qu'on aimerait aussi récupérer beaucoup de déchets verts, beaucoup de plantes sauvages, des plantes envahissantes. Donc finalement la solution la plus polyvalente, c'est d'utiliser la lin, mais nous verrons qu'on peut utiliser aussi des sels de fer, le fer étant le deuxième métal le plus commun sur Terre après l'aluminium, qui est aussi très présent dans les argiles. Et puis on va voir qu'on peut combiner les sels d'alumine et les sels de fer pour obtenir aussi des nuances intéressantes et variées. Et enfin, on peut utiliser un métal qui est agréé dans certains labels bio, notamment pour le tannage des cuirs en bio, parce qu'il n'y a pas de danger pour l'utilisateur, c'est le titane. Bien sûr, nous allons éviter le cuivre, le chrome, l'étain, comme étant des choses toxiques, dangereuses. Donc, on ne va pas copier les anciens, mais on va les imiter en cherchant une certaine diversité de mordants. Donc je ne retiendrai que trois choses ici, le titane,
Bien sûr, il ne s'agit pas de nanoparticules, des choses comme ça, c'est juste du sel de titane qu'on utilise pour le tannage des cuirs en bio. Et puis un sel d'alumine, l'alun, qui est aussi agréé en bio pour le cuir. Et enfin, un sel de fer que nous allons fabriquer nous-mêmes à partir de l'acide citrique, extrait du citron. Et donc, nous allons traiter 4 lots de laine différents, de façon à obtenir 4 couleurs avec la même solution de plante. Donc, je vais tout préparer et je vous retrouve dans quelques minutes.